interview des audacieuses inspirantes. Et aujourd'hui, c'est Diane qui est venue nous parler de ce qui fait d'elle aujourd'hui une femme et une entrepreneure audacieuse et inspirante. Bonjour Diane. Alors, est-ce que tu veux que je réponde tout de suite à ta question ou... Ah non, déjà, tu fais le petit débriefing. Ok. Oui, je vais. Alors, avant que tu répondes à cette question, on met un peu de suspense. Je vais te présenter, enfin, parler de toi aux personnes qui vont te connaître pour la première fois aujourd'hui sur cette interview et que tu puisses également te présenter. Et puis ensuite, on répondra à la fameuse question. Alors Diane, tu es art thérapeute et de notre côté, on s'est rencontrés dans une formation en ligne il y a quelques années maintenant. Et on a eu aussi la chance de se rencontrer en chair et en os, en présentiel à Paris, au séminaire de Martin Latulipe de la Z. C'était vraiment, je me souviens, un chouette moment. On avait partagé un repas ensemble. Donc c'est aussi une chance de pouvoir rencontrer les personnes qu'on a côtoyées en formation dans la vraie vie, en tout cas pour moi. J'aime beaucoup ces moments de connexion. Et aujourd'hui, j'avais envie de t'inviter sur cette interview pour parler de ce côté art thérapeute et artiste que tu as et qui me plaît beaucoup. Alors peut-être pour les personnes qui te découvrent aujourd'hui, comment tu te décris, comment tu décris ce que tu proposes? Alors déjà, Christa, je te remercie pour ta gentille invitation. Voilà. Et je voulais également, donc tu me poses la question de présenter ce qu'est l'art-thérapie et ce qu'est un art-thérapeute. En fait, il y a autant d'art-thérapie qu'il y a d'art-thérapeute, car en fait, un art-thérapeute, il va apporter de lui dans sa proposition. Donc, l'art-thérapie, c'est un accompagnement psychique visant à aider une personne dans les problématiques de sa vie à travers la créativité, à trouver une réponse créative justement à ses soucis. Parce que nous, les créatifs par nature, et la créativité, c'est comme un muscle, hein, ça se travaille, donc les créatifs, ils ont cette façon de rebondir sur les événements que beaucoup de gens qui sont sclérosés, qui ne voient qu'une vision de la chose, auront beaucoup plus de difficultés. Donc, par l'art-thérapie, on aide ce processus, on est comme une espèce de clé, mais c'est la personne qui va trouver ses réponses personnelles à elle. Donc, s'il y a autant d'art-thérapeutes qu'il y a d'art-thérapie, il y a également autant de patients, et c'est parce que la singularité et la créativité, elle est unique, elle est propre à chaque un. Donc l'art-thérapie, c'est ça, et moi j'accompagne donc avec des dispositifs éphémères, c'est-à-dire avec des petits bricolages de manipulation des objets. On peut travailler aussi avec des médiations artistiques, comme tout ce qui est les techniques de peinture, de modelage, collage, toutes ces choses qui libèrent la créativité et également la psyché, puisque les gens peuvent parler de leurs problématiques parce qu'on met c'est ne pas mettre des mots M-O-T-S, c'est le non-verbal qui s'exprime à travers l'art-thérapie et qui met les mots M-A-U-X en forme à travers la symbolique de l'art plastique, du visuel, de l'image, de tout ce qu'on va faire. Il ne faut pas que je sois trop technique. Il y a également dans l'art-thérapie, il peut y avoir de la danse, du chant. Moi, je travaille aussi en musicothérapie. Alors, je suis surtout dans les institutions avec les seniors. Je travaille aussi en IME avec des enfants polyhandicapés, en foyer d'accueil avec des jeunes filles en difficulté sociale. Et voilà, donc il y a beaucoup d'accompagnement qui se fait. Et puis, je travaille aussi avec des gens, des individus qui sont, on va dire, comme tout le monde et qui n'ont pas à la base de problèmes particuliers, mais on trouve un mal-être dans leur vie à un moment donné. Donc, c'est un accompagnement à ce niveau-là pour permettre de lever des blocages inconscients, tout simplement. Voilà. Et alors moi, je suis curieuse et j'aurais envie de savoir comment t'es arrivée, toi, Diane, à devenir art thérapeute. D'où ça vient, ce côté alors créatif, artistique, et puis après cette envie d'utiliser l'art comme thérapie. Alors, je suis artiste déjà de par mon essence, hein, depuis toute petite, je suis comme ça.
je dessine. À l'âge de 11 ans, j'ai commencé à écrire des histoires et à dessiner des personnages. J'ai une quinzaine de romans d'ado entre 11 et 18 ans. Je ne sortais pas, j'étais enfermée dans ma chambre à dessiner et à écrire des histoires. Et je faisais des chansons, j'inventais des chansons. J'avais un personnage de chanteuse qui chantait, j'enregistrais. Enfin, voilà, je faisais avec deux voix. Comment j'ai su le chant polyphonique? J'en sais rien. C'était venu naturellement. Je faisais tout un tas de trucs et ça m'a énormément aidé à l'adolescence, en fait, pour passer la crise d'adolescence, de m'identifier à mes personnages et parce que j'avais dans une vie de famille un peu compliquée. Et un peu plus tard, quand ma maman est décédée en 2016, l'art-thérapie m'a aidé également à faire le deuil, à passer des choses. Voilà, donc je peux dire que vraiment ça porte, ça aide à passer des différentes étapes. Voilà. Et comment j'en suis arrivée à devenir art thérapeute? Ben, en tant qu'artiste, on m'a demandé de faire des cours et moi j'avais assez la fibre avec les enfants. Donc j'ai monté des ateliers d'art plastique et j'avais eu beaucoup de demandes, beaucoup d'élèves. J'étais arrivée jusqu'à 70 élèves dans mon atelier, adultes, enfants, tout petits. Et j'avais également des enfants qui avaient des troubles 10, des problèmes psy, un petit enfant qui était handicapé, que la maman me faisait entièrement confiance, elle me le laissait et tout ça. Donc je me suis dit, il faut que je trouve le moyen d'aider mieux ces gens. Et je me suis formée du coup à l'art thérapie dans une école certifiée. Il faut toujours prendre des bonnes écoles avec une certification reconnue par l'État qui dispense également de stages pratiques en milieu institutionnel. C'est essentiel. Ne vous formez pas sur enfin n'importe où, quoi. Voilà, j'insiste. J'insiste. Parce qu'on a une éthique, il y a un code de déontologie, il y a tout ça derrière, comme pour le coaching d'ailleurs. Voilà. Exactement. Magnifique. Et ça fait combien de temps que tu es art thérapeute? Combien de temps que tu pratiques? Je suis certifiée depuis 2019, en fait. Mhm. Voilà. Et donc, bah, il faut un petit peu un temps d'intégration après. On ne peut pas être art thérapeute tout de suite parce que on travaille notre posture. Il faut faire le pas de côté entre l'art et la thérapie, entre soi et l'autre. On travaille beaucoup le transfert, le contre-transfert, toutes ces choses-là qu'on voit en supervision également avec le superviseur ou les autres art thérapeutes. Et donc, pourquoi 2019? Donc, j'ai une période un peu difficile. Donc, j'ai redivorcé. Donc, il a fallu que je trouve un autre cabinet. Enfin, voilà, différentes choses, que je raménage un autre atelier. Et donc, je revois. Maintenant, je suis un peu volante. Je fais de l'art-thérapie dans les institutions et à domicile et également en visio. Enfin, voilà, je crée mon job, en fait. Et c'est un travail que faut pas s'attendre à ce que ça tombe tout rôti, qu'on nous dise quoi faire. C'est vraiment quelque chose, et c'est du pur jus créatif, l'art-thérapie. C'est ça que j'adore, en fait, c'est qu'on travaille, on crée notre job au quotidien, quoi. Voilà. Il n'y a pas de mode d'emploi. Ouais, cette liberté de pouvoir créer ce que l'on souhaite. Et alors, qu'est-ce qui fait de toi aujourd'hui une femme audacieuse et inspirante? Qu'est-ce que toi, Diane, tu as envie de partager aux femmes qui vont regarder cette vidéo, qui vont se reconnaître dans ta personnalité, dans qui tu es, dans ton parcours et qui se disent, bah, moi aussi, comme Diane, je pourrais être une femme audacieuse et inspirante. Alors, remettez-vous toujours au cœur de votre histoire, parce que vous êtes votre histoire. Il y a des épreuves pour tout le monde. Il ne faut jamais se dire que les autres ont plus de chances que je sois. C'est faux. Il y a des épreuves pour tout le monde. Et quand les épreuves viennent, dites-vous que c'est toujours parce que vous avez les moyens de les surmonter. Moi, j'ai divorcé 2 fois. J'avais la première fois des enfants qui avaient 1 an, 3 ans et 6 mois. J'avais pas de travail, j'étais maman solo, enfin j'étais maman de famille. J'avais pas de travail et pourtant, bah voilà, j'ai réussi à retrouver un appartement et tout ça. Et après, j'ai divorcé une deuxième fois. J'ai tout plaqué encore une fois. J'avais pas de, enfin j'avais que mon travail. Je sortais du Covid, donc il y avait plus de cabinet, il y avait plus de cours, il y avait plus rien. J'avais plus d'élèves, j'avais plus personne. Et je me suis encore une fois débrouillée pour rebondir. Donc je crois que mon truc qui me rend vraiment audacieuse, c'est que d'ailleurs, si on veut parler un peu de spiritualité, dans ma carte du tarot, c'est le mat, donc le fou. Et je suis celle qui se jette dans le vide parce que je sais que le filet va apparaître. Donc c'est peut-être à la base peut-être plus facile pour moi d'être audacieuse avec la vie, mais je pense que c'est quelque chose qui se travaille. Donc c'est pas parce qu'on a peur qu'on fait les choses. C'est parce qu'on essaye de ne pas avoir peur. Et la peur, elle est là en nous. Parce que même quand on a peur, et j'ai peur, je l'écoute pas. J'essaie d'écouter cette autre voix qui va me dire, OK, ta peur, elle te dit quoi? Elle t'invite où? Eh ben, elle m'invite dans un chemin qui me permet
que de vivre dans une illusion, en fait. Parce que les peurs, elles sont pas fondées, puisqu'elles sont pas là. Aujourd'hui, j'ai un toit sur la tête, je suis bien, j'ai ceci, j'ai cela, je vais bien. Donc, ma peur de ça, elle n'est pas fondée. Alors que si je me dis, OK, je vais y aller, eh bien, je peux toujours créer quelque chose qui va me motiver et qui est tout autant une illusion, quand on regarde bien, que la peur. La peur qu'il m'arrive quelque chose est potentiellement 50% la même que celle qui m'arrive rien. On est d'accord. Donc voilà. Donc je me laisse toujours guider par ça, par cette espèce d'élan qui fait que bah, si tu n'es pas audacieux avec la vie, bah, c'est une phrase toute faite, la fortune sourit aux audacieux, n'est-ce pas? Donc c'est un adage déjà qui est dans la culture populaire, donc c'est pas pour rien qu'on pense cela. Voilà, donc c'est tout bête, hein. C'est juste ça que j'ai envie de dire aux gens, c'est que les gens ont simplement en eux toutes les ressources insoupçonnées, mais c'est souvent l'entourage ou l'idée qu'on se fait des choses qui vont les limiter. Or, on est toutes nos limites, on peut sortir de nous la vibe qui va nous permettre de soulever les choses et d'aller au-delà, au-delà de ce qu'on veut, quoi, simplement. Et c'est chaque jour une aventure. Bah, c'est la vie, en fait. C'est la vie. Exact, exact. Et ce que ici, tu partages deux choses très importantes. La première, comme tu l'as dit, c'est que chacun de nous, hein, sans exception, on vit des adversités, on vit des moments difficiles, quels qu'ils soient, et que, comme tu l'as très justement dit, quand on vit ces moments, si on les a, c'est qu'on est prêt à les vivre, qu'on est prêt à les dépasser. C'est vrai que des fois, enfin, moi en tout cas, j'entends quelqu'un qui vit telle ou telle chose, je me dis, le pauvre, mais moi, je pourrais jamais vivre ça, je sais pas comment je me relèverai, etc. Et effectivement, que quand ça nous arrive, on a les ressources. Et ça, c'est la première chose que tu partages et qui est très importante à se souvenir. Et puis la deuxième chose que tu partages aussi, c'est sur la peur, qui est essentielle. Parce que des fois, quand on voit des gens qui sont audacieux, qui osent, on a cette impression que c'est facile pour eux, que comme s'ils avaient peur de rien. Et pourtant, c'est pas du tout le cas. Comme tu le disais, chacun de nous, on a peur, ça fait partie de l'être humain et heureusement qu'on a nos peurs hein, pour notre survie. Mais justement, une fois qu'on comprend ce fonctionnement de la peur, que la peur, c'est le tremplin vers quelque chose de nouveau, que pour vivre quelque chose, comme on dit, qu'on n'a jamais vécu, faire des choses qu'on n'a jamais faites, et finalement que ça passe par, OK, là j'ai peur, OK, ça va être compliqué, mais comment je peux faire de cette peur, de ce moment qui va m'amener vers quelque chose de nouveau, comment je vais pouvoir déployer cette audace et dépasser ce moment inconfortable. Et moi, ce que j'aurais envie de savoir, je te dis, bah, pour les personnes qui t'écoutent, ils disent, OK, alors Diane, je t'entends bien, tu es quelqu'un d'audacieux, tu arrives à dépasser ses peurs. J'ai envie de te dire, comment est-ce que tu fais, très concrètement, quand tu as ces peurs qui viennent, par exemple, quand tu as quitté ton mari et puis que tu t'es retrouvé, alors maintenant, qu'est-ce que je vais devenir? Comment tu fais pour te recentrer, pour te canaliser, pour arriver à rebondir, à avancer et pas à rester dans ce côté soit de victime, soit de repli, et vraiment d'arriver à rebondir avec ça, d'en faire une nouvelle opportunité. Déjà, il faut savoir d'où vient la réponse. Parce que si on donne une réponse dans la précipitation, d'un coup de tête, par le mental, ça marche pas. Si on veut divorcer, se séparer de quelque chose, c'est pas la tête qui doit le dire, c'est le cœur. Et il le ressent. Et tout ce que je fais, ça passe par là. Je vais prendre donc des temps d'introspection. Je vais être toute seule avec moi et je vais tout simplement être en introspection. On peut appeler ça de la méditation si on veut, hein, mais je ne vais pas forcément fermer les yeux, je vais me balader ou des choses comme ça. Je vais peut-être prendre également, vu que je suis quelqu'un de spirituel, j'ai des outils, hein, j'utilise des outils comme les oracles, toutes ces choses-là, pas pour me donner des réponses, parce qu'il n'y a aucun oracle qui est devin, il n'y a aucun oracle qui choisit pour nous, c'est toujours nous qui avons le choix, mais pour me guider et trouver une réponse créative à la carte qui m'a été suggérée. Qu'est-ce que ça résonne? Qu'est-ce que ça me dit en moi? Comment ça résonne? Est-ce que ça me parle? Est-ce que ça ne me parle pas? Quel émotionnel ça va faire remonter également? Et c'est à partir de ça que je vais jauger, en fait, que je vais me dire comment je me sens là, est-ce que ceci, est-ce que cela, pour trouver ma décision, pour savoir un peu bah, comment je vais m'y prendre, quoi. Mais c'est jamais sur un coup de tête, jamais de colère, jamais de rancœur, jamais toutes ces choses, car ça, ce sont vraiment des illusions et des faux amis.
Et mes deux anciens maris sont des hommes merveilleux, on s'entend très bien, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc pourquoi est-ce que moi j'ai la chance que ça se passe bien toujours dans les séparations et tout? Peut-être parce que simplement je suis quelqu'un d'intelligent, je vais dire, en toute humilité, c'est que je ne fais pas parler la rancœur, l'orgueil, la colère. Je me connais bien maintenant avec le temps. Je sais quand c'est mon ego qui va parler, qui va prendre la relève. Et là, je vais dire, OK, c'est ton ego, calme-le, va faire autre chose. Donc, il faut calmer son petit enfant qui est pas content. Voilà. Donc, lui donner un peu quelque chose à nourrir. Et donc voilà, c'est tout un tas de subterfuges. Mais on est tous pareils. Il faut pas croire que les gens qui... euh, qui travaillent sur eux sont meilleurs que les autres. Non, c'est peut-être, on travaille sur nous parce qu'on est peut-être pire, au contraire. Donc, on essaye de s'améliorer, de donner le meilleur de nous-mêmes, même si on a tout en nous, le bon comme le mauvais, hein. Donc, on essaye de ressortir ce qui va être porteur. Comment je canalise? Ben, moi, j'ai fait beaucoup de chant, en fait. Le chant, et j'ai fait du cosplay où je me suis, pour récupérer ma complétude, parce que beaucoup de femmes vivent cette espèce de syndrome d'attachement affreux où elles se considèrent être seules si elles ne sont pas avec un homme, par exemple, et elles vont être en dépendance affective. Et elles vont subir un mec qui va être odieux. Parce que sinon, ceci, sinon cela, je vais me retrouver seule. Voilà. Et c'est plus de l'amour. C'est, moi, j'appelle ça de l'amour Canada Dry. Voilà, donc ça ressemble à de l'amour, mais c'est pas de l'amour, c'est de l'attachement. Et c'est dégueulasse parce que, et pour soi et pour l'autre, parce que l'autre, il mérite vraiment un amour vrai et nous-mêmes aussi. Et le vrai amour, pour le trouver, il faut se le donner d'abord à soi. Donc, quand moi j'ai fait du cosplay et j'ai fait du cosplay homme, je me suis costumée en homme et j'ai fait des chants, machin, tout ça, parce que j'adore tout ce qui est l'univers drag queen et tous ces trucs, drag king. Et ça m'a beaucoup aidé de jouer ce jeu, de jouer un rôle, de m'extirper de qui j'étais, de mon personnage Diane Rousseau, et d'aller dans une autre identité. Et à partir de là, tu aides, tu prends du recul en fait. Tu aides ta conscience à prendre du recul sur ta vie. Donc, c'est un échappatoire créatif, encore une fois, que moi j'ai trouvé. Mais il y en a plein d'autres, hein. Donc, c'est à chacun de trouver des réponses. C'est le boulot d'art thérapeute, mais vous avez tous accès à ça en vous, par le jeu. Le jeu J-E-U parle au jeu J-E. Voilà. Ah, c'est très très intéressant ce que tu proposes comme piste. J'aimerais bien revenir sur quelque chose que tu as dit, qui je trouve est aussi très important lorsque tu as abordé la question de l'ego et justement déjà d'identifier quand notre ego prend le dessus et ensuite de pouvoir justement le dépasser. Comment est-ce que toi tu sais, Diane, quand c'est ton ego qui parle? C'est quand ça vient du mental, généralement. Et c'est quand ça va pas. Et puis, j'ai une petite voix intérieure aussi qui pouffe un petit peu en disant, tiens, t'es un peu bébête là, allez. Tu vois, en fait, il faut pouvoir s'extraire de notre personnage. À partir du moment où on pense en tant qu'entité, identité, Diane Rousseau, Diane, elle est ceci, Diane, elle est cela, on est dans l'ego. À partir du moment où on va penser qu'on est plutôt euh, qu'on est détaché du personnage, là on va être dans quelque chose qui est complètement différent. On va être dans un champ de conscience qui va tout prendre en compte. Par exemple, quand quelqu'un veut se sentir, si sur les réseaux sociaux, mais non, c'est un gros machin pour un gros lieu d'ego, les réseaux sociaux, qui est très intéressant à étudier, faire des études sociologiques. Si on se sent, si on voit qu'un tel monte bien, beaucoup de visibilité et tout, on peut se sentir, pourquoi cette personne, elle en a, pas moi? Là, c'est l'ego qui parle. Parce que la conscience, ils sont fous, quoi. Et puis quand tu regardes bien, tu analyses et tu te dis, OK, pourquoi elle a telle personne? Ah, et finalement, qu'est-ce que ces personnes lui apportent? Et toi, qu'est-ce que ça t'apporte d'être visible? Est-ce que finalement, ça n'a pas un avantage à ne pas être visible? Essaye de trouver un inconvénient à ne pas être visible, et essaye de trouver les inconvénients à ne pas être visible. Bah écoute, on me laisse un peu tranquille, ok. Et puis, si on me demandait trop, j'aurais trop de boulot. Ok. Donc, tu vois, il y a toujours des inconvénients à trouver et ça permet de détacher par rapport à ce qu'on veut, à notre objectif, qui est par exemple d'avoir un super visibilité et tout ça, qui est complètement égotique en fait quand on regarde bien. Donc, il y a un juste milieu à trouver, prendre du recul, relativiser. Demain, on sera tous morts. Je suis désolée de le dire, mais on ne sait jamais l'heure. Donc, ça, c'est le truc qui fait relativiser. Et je crois que travailler en EHPAD, moi, ça m'aide énormément parce que Mm. j'accompagne la fin de vie. Je vois des seniors en fin de vie, je les accompagne
Et voilà, quand je vais dans leur chambre et tout ça, je ne sais pas si la semaine d'après, ils seront toujours là. Mais voilà, donc je crois que ça aide beaucoup et je pense que tout le monde devrait faire des stages dans les EHPAD. Voilà. Ah, c'est très juste ce que tu partages ce côté égotique et ce côté de dire bah, on est des êtres humains avec une fin et de revenir à cet instant présent et à cette qualité qu'on veut donner à ces moments où on est là, effectivement, et pas se laisser prendre par notre ego, notre mental, la comparaison et puis la société dans laquelle on est qui est faite beaucoup, comme tu le dis très justement, avec les réseaux, avec tout, de tout ça, hein, de se montrer, d'être en avant, d'être populaire et vraiment de revenir à soi et à ce qu'on a envie pour être heureux, Que pour être bien, l'essentiel, pour c'est être pas ce épanoui. qu'on fait. L'essentiel, c'est pas ce qu'on fait, c'est ce qu'on devient, en fait. Voilà, à travers bah, tout, quoi. Eh ben, merci Diane pour ces belles pépites que tu nous as partagées aujourd'hui sur ton vécu, sur ta façon aussi d'avancer, d'être audacieuse, de rebondir face à la vie, aux épreuves. Et je proposerai aux personnes qui veulent en savoir plus sur toi de connecter avec les liens que je mettrai au fond de la vidéo. Comme ça, ils pourront en découvrir, en savoir plus sur ton parcours, sur tes propositions, aussi sur ce que tu proposes en tant qu'art thérapeute. Et bah, moi, je te souhaite le meilleur pour 2024, puisqu'on fait cette interview en 2024 et pour la suite. Et je me réjouis de te retrouver bientôt et peut-être en vrai. Merci, merci à tous et merci infiniment, Christa. T'es adorable. Bye bye, Diane.